Salman, tu m'entends bien là? Oui, c'est bon, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai un cours sur Jussaï Boson qui va commencer dans quelques Ah, instants. pardon, un cours de quoi? J'ai pas entendu. Ah oui, comment on dit en français? Sur le besoin de Higgs. Oula, c'est déjà difficile en français, mais bon, alors en marocain, mon vieux, tu m'épates là. Ah non, c'est rien, c'est rien. Bon, ça va, j'ai encore un peu de temps, donc c'est dans un quart d'heure. Ok, parfait. Bon, je pense que ça devrait être suffisant. Alors, tu as eu le temps de lire mon article sur l'ordinateur quantique? Bon, j'ai besoin de ton avis de physicien avant publication. Ah ouais, je le lis à mourir. Ben, je trouve que tu utilises beaucoup de place au sensationnel et pas assez à la réalité. Donc, quand tu dis que l'ordinateur quantique va changer le monde en résolvant à peu près tous les problèmes, tu exagères un peu, non? Bon, comprends-moi, j'ai un peu la lourde tâche d'intéresser le grand public à des notions de physique très difficiles à capter. Sans moi, tes travaux resteraient un peu inaccessibles, non? Ah bah, mais la vulgarisation n'excuse pas tout. Tu veux faire de journalisme ou de la science-fiction? Bah, c'est pour ça que je fais appel à toi, mon cher ami, pour que tu me corriges avant que je n'écrive trop d'invraisemblances. Alors, précisément, qu'est-ce qui te chiffonne? Pour moi, une seule chose à peu près juste dans ton article, c'est que l'élément de base de cette informatique quantique, c'est le qubit. Ah, oh, tu es dur avec moi quand même. Alors, c'est tout ce que tu as trouvé d'exact? Bon, c'est déjà ça. Donc, tu es d'accord avec moi que, au contraire du bit classique qui stocke l'information sous forme binaire, le bit quantique va le stocker à la fois 0 et 1. Pas tout à fait, mon vieux. En informatique quantique, on ne parle pas vraiment de stockage. Ouais, bien sûr, bon, c'est un raccourci, mais j'explique plus loin qu'il s'agit de superposition de ces deux états. Tu crois que je devrais expliquer pourquoi? Ouais, tu ne peux pas passer sous silence que c'est parce qu'à l'échelle microscopique, un élément, par exemple un photon ou un électron, se comporte à la fois comme une onde et comme une particule. Du coup, ils ne sont pas à un endroit donné. Ils n'ont qu'une probabilité de présence. Oui, c'est la dualité onde-corpuscule, énoncée par ce cher Einstein. C'est pas un peu compliqué ça pour mes lecteurs? Bah, c'est là toute la difficulté. À notre échelle macroscopique, nous sommes habitués à ce que les objets soient dans un état et à un endroit donné. À l'échelle microscopique, donc on ne le mesure pas, on ne sait pas exactement où ils sont. Donc on dit qu'un objet quantique peut être superposé dans plusieurs états ou plusieurs niveaux d'énergie. Oui, bon, ça paraît simple dit comme ça, mais en informatique, on a besoin que de deux états, c'est ça? Ah, il y a plusieurs systèmes de niveaux possibles, avec des ions piégés, avec des photons, etc. Donc il y a plein de choses. D'accord, ouais. Donc les calculs se font plus rapidement, et quand on doit faire le tri dans une grande quantité de données, c'est là qu'on voit la supériorité de l'ordinateur quantique, c'est ça? Ah, sans doute, mais tu n'expliques pas pourquoi les calculs devraient se faire rapidement. Si au lieu de faire les calculs les uns après les autres, on peut les faire en parallèle. On peut donc examiner de nouveaux résultats potentiels en même temps. Donc, vous pouvez regarder sur mon tableau, on a les lions 1 qubit, on va 2 à la puissance 1 fois plus vite que pour les autres calculs de 0 et 1. Très bien, d'accord. Ah ouais, et j'ai dit que la puissance de calcul était exponentielle. Bon, je suis pas allé jusqu'à écrire la formule, bien sûr. Je pense que ça devrait suffire, non? Mais plus intéressant encore, c'est ce que Google a annoncé avoir atteint, qui était la suprématie quantique. Ah, toi aussi, tu utilises le terme suprématie. Tu ne trouves pas ça un peu totalitaire? Il est vrai que les pays sont en compétition, mais ça, c'est comme la conquête spatiale des années 60. Mais là, c'est entre les USA et la Chine. Bon, j'ai simplement repris l'expression de Google qui a annoncé avoir créé une machine à 53 qubits, capable de faire en 200 secondes un calcul qui prendrait à peu près 10 000 ans. Même un super ordinateur classique. C'est fou, non? C'est contre 3 qubits, la belle affaire. Tu n'ignores pas que ce résultat a été immédiatement contesté par IBM, qui a relevé que c'était certes une avancée technique, mais que le calcul ne sert strictement à rien, et qu'un ordinateur classique mettrait 3 ans si on le faisait intelligemment. Ah, alors, selon toi, c'est un exploit sans grand intérêt. Ah, si on le compare aux travaux de leurs concurrents Noël, c'est relatif, pourquoi tu ne parles pas? Ah oui, Honeywell. Pourtant, ils ont annoncé n'avoir aligné que 10 qubits. Oui, mais avec un taux d'efficacité très élevé. En effet, il n'y a pas que les nombres de qubits qui comptent. Ce qui détermine vraiment la puissance de l'ordinateur quantique,
C'est aussi le nombre de calculs qu'ils peuvent enchaîner, la manière dont ils sont reliés entre eux, on parle de la conductivité, et le taux d'erreur. D'accord, ouais. Mais il y a tant d'erreurs que ça à ce moment-là? Tu as compris la difficulté. Il faut maintenir les particules dans leurs états superposés. Donc, il faut tout calmer autour pour qu'ils interagissent avec le moins de choses possible. Donc, la moindre chaleur, la moindre lumière, le moindre courant électrique, ce sont d'autres particules perturbantes. Ouais, donc ils sont grincheux un peu comme toi. Tes qubits à ne pas vouloir être dérangés, non? Oui, c'est ça. Si c'est comme ça, le grinch va te dire au revoir. Ah, non, non, reste avec moi. J'ai besoin de toi. Je te rappelle que je dois rendre mon article final ce soir. Patch. Euh, donc, ok, comme d'habitude, toujours tu restes au dernier moment. Ok, je reste. Donc, je disais quoi Je disais que de connecter des qubits entre eux, ça rajoute de bruit. Il y a donc beaucoup d'erreurs. On parle de 1 erreur pour 1000 opérations. Dans un ordinateur classique, c'est seulement 1 sur 10 à la puissance 20. 1 pour 1000. Mais dès qu'on va faire des calculs un peu conséquents, ça fera beaucoup d'erreurs, non? Comment on sait que les calculs sont justes alors? On ne peut pas vérifier. Dès qu'on mesure, ça arrête le calcul. Alors les physiciens se sont attaqués à la correction d'erreurs. Ils ont trouvé la solution, heureusement, c'est le fait de dupliquer l'information. Théoriquement, il faudrait 10 000 clones par qubit. Ah ouais? Tant que ça? On pourrait régner sur toute la galaxie avec un tel empire. Si tu veux, oui, on fait travailler tout ce petit monde-là ensemble et de temps en temps, on regarde un des jumeaux. Si ça se passe bien, on continue. Si ça se passe mal, on arrête tout et on recommence. Si on veut faire un calcul un peu génial avec 100 qubits par exemple, il faut 1 million de qubits. 1 million de qubits? Mais en effet, on est plutôt loin du compte là. Tu sais, les premiers ordinateurs classiques des années 40-50 occupaient des pièces entières. Un ordinateur quantique aujourd'hui, c'est tout un labo de recherche avec des installations très lourdes à cause de la nécessité de maintenir les particules dans le vide, dans le noir, et à des températures très basses. On parle de températures proches de zéro absolu. Bon, là-dessus, tu as raison. Hein. C'est pas demain la veille qu'on se baladera avec un ordinateur quantique sous le bras. Et pourtant, cette machine pourrait bien casser tous les codes secrets, non? Menacer la confidentialité des messages ou la sécurité des achats. Bref, remettre en cause toutes les activités économiques qui reposent sur le chiffrement, non? Tu veux parler de la cryptographie à clé, la cryptographie asymétrique qui utilise la factorisation en nombre premier? Oui, exactement. Les algorithmes actuels mettraient des millions d'années, non, pour factoriser un nombre de 500 chiffres, alors qu'un ordinateur quantique entièrement opérationnel le ferait en quoi? Quelques minutes? Imagine que des États mal intentionnés soient en mesure d'exploiter cette puissance de calcul pour attaquer des systèmes bancaires, par exemple. En théorie, oui, c'est possible, mais pas avant quelques décennies. Le temps que les cybercriminels possèdent un ordinateur quantique capable de faire cela, on aura trouvé la parade. Les mathématiciens, ils travaillent déjà. Ah, c'est impressionnant. Ouais, ils perdent pas de temps, même si rien ne nous garantit la sûreté de la technologie. De toute façon, toutes les inventions sont potentiellement dangereuses. C'est l'usage que l'on fera, c'est notre usage qui influera sur le devenir de l'humanité. Oui, l'enjeu est de taille, effectivement, surtout au vu des applications envisagées. On pourra par exemple mieux comprendre ou stopper certaines maladies, inventer de nouvelles molécules avec des propriétés qu'on veut, inventer de nouveaux médicaments aussi. On pourra les tester avant de les synthétiser. C'est fascinant, non? Facile d'imaginer les développements futurs, mais ça reste des hypothèses. Non mais aussi là, comprendre des phénomènes météorologiques, anticiper l'arrivée des ouragans. On saura mieux gérer le trafic aérien, automobile, optimiser le trajet du courant électrique dans les microprocesseurs. Ah oui, mais pour moi, le chemin est long pour arriver à tout ça. La technologie est encore très coûteuse. Donc, on peut dire qu'il est vrai que l'ordinateur quantique est une équipe pour mieux appréhender les systèmes complexes. Mais tu es en train de me dire qu'il s'agit là d'une chimère plutôt, qu'un million de qubits, on n'y arrivera jamais? Dans ce cas, est-ce qu'on a besoin de s'intéresser à l'ordinateur quantique vraiment? Moi, je ne parierai pas sur l'ordinateur quantique, mais plus sur la recherche quantique. Cela dit, même si ça ne marche pas un jour, ça nous permettra de comprendre notre monde. Même s'il n'y a pas d'application, on aura compris des tas de trucs au passage. Ouais, tu prêches un peu pour ta paroisse là, non? Tu fais de la recherche fondamentale et pas de la recherche appliquée.
Oui, mais c'est pas d'autant perdu. Je te parlais de la conquête spatiale des années 60. Eh bien, avec le programme Apollo, on n'a pas découvert grand-chose sur la Lune. Oui, on va dire que c'est plutôt pour fermer le clapet aux Russes, non? Mais attends un peu, il y a eu pas mal de retombées sur notre vie quotidienne, de la miniaturisation de l'électronique à l'aspirateur sans fil, en passant par la tenue des pompiers ou encore le scanner médical. Ah oui, c'est vrai, on en a très peu parlé ça au grand public. Tiens, d'ailleurs, tant qu'on y est, tu penses que je devrais conseiller à mes lecteurs de s'intéresser à la physique quantique? Est-ce que tout citoyen ne devrait pas s'y intéresser? Oui, il faut que tout le monde comprenne un peu de la physique quantique. D'abord, ça permet de comprendre la lumière, la matière, ce qui est solide, transparent, métallique, magnétique, conducteur, isolant. Toutes ces propriétés-là, on ne peut les comprendre qu'avec la physique quantique. Et à quoi ça servirait concrètement? Voilà. Ça servait à comprendre nos technologies actuelles, le rayon laser, les LED, le contenu de notre smartphone, ou encore est-ce qu'il faut arrêter le nucléaire pour augmenter le photovoltaïque. Si on veut se faire un avis de citoyen pour voter par exemple, il faut comprendre de quoi on parle, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et c'est quoi les enjeux derrière. Ouais, ouais, c'est pas faux dit comme ça. Bon, je pense qu'on a fait le tour là, non? Que penses-tu de ma conclusion d'ailleurs? La grande mode consiste à mettre le terme quantique à toutes les sauces. Tu n'as pas pu résister à la dernière coup de com'. Tu devrais plutôt apprendre à tes lecteurs à faire le tri dans tout ce qui est dit sur la quantique. Ouais, je vois que tu n'as pas beaucoup aimé mon allusion à la thérapie quantique. Tout juste, maîtrieuse, énigmatique, la thérapie quantique considère l'être humain comme le siège de vibrations générées par des photons aux particules de la lumière, blablabla. Bla, 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 bla. Qu'est-ce que c'est ce charabia? Bon, attends, tu vas rien. Je reviens. Regarde, en fait, je suis tombé dessus dans un magazine là, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler à mes lecteurs, non? Ah, tu te mets maintenant au magazine féminin. On est loin des sciences exactes là. Bon, ne m'en tiens pas rigueur, c'est un simple clin d'œil. J'ai trouvé amusant que la médecine quantique soit proposée comme alternative à la médecine classique. Moi, je te trouve bien complaisant avec cette théorie. La science ne doit pas être un prétexte pour justifier certaines pratiques. C'est le domaine de la croyance, ça. Il ne faut pas utiliser la science et la physique quantique comme argumentaire parce que ça, c'est de charlatanisme. Bon, tu es dur avec moi quand même, hein, mais je prends tes conseils. Après tout, c'est toi le spécialiste. Je vais la citer seulement comme exemple typique de pseudoscience à ce moment-là. En citant, tout le monde peut prendre la parole tout le temps et pour dire n'importe quoi, le message est brouillé. Toutes les paroles ne se valent pas. Ouais, c'est bien pour ça que j'ai fait appel à toi, l'expert. Bon, eh bien, j'espère t'avoir convaincu de rester un peu plus mesuré face au tout quantique. Oui, là, je dois dire que tu m'as bien aidé à y voir plus clair, hein. Du coup, j'ai trouvé le titre de mon article. L'ordinateur quantique, mythe ou réalité? T'en penses quoi? Ah, c'est pas mal, oui. Bon, je vais y aller, au revoir. Ah, c'est clair, merci, au revoir. Au revoir. Merci pour votre attention. Et tu connais Alain Aspect? Non? Non. Non, ok. Alors moi, pour le coup, ça me parle, Alain Aspect, effectivement. Alain Aspect, il est à Genève, j'habite à Agen. Il est spécialiste de l'intrication quantique du photon, en vrai, quoi. Mais il est à Paris, je crois qu'il travaille à Paris. Exactement, oui, le laboratoire... Au CNRS? Ouais, j'ai vu qu'il était... Bah, il enseigne à Polytechnique aussi, donc j'imagine qu'il va être dans le laboratoire de Saclay. Tout à fait. Ben merci Amaury pour votre comment dire jeu d'acteur, parce que c'était un peu ça, non? Oui, oui, exactement, merci beaucoup. Non, c'était une version originale de présentation sur le sujet de l'informatique quantique. Et après, si vous avez des questions, bien sûr, on est là pour y répondre, hein. C'était juste un format un peu différent de présentation qu'on a voulu vous proposer là. Ouais, non, c'est sympa. Après, du coup, c'est un peu ça reste un mythe, l'ordinateur quantique aujourd'hui. En tout cas, chez soi, dans son bureau, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce qu'on disait dans notre présentation, c'est qu'on était face à un laboratoire, tout ça, pour une installation ultra complexe. Et oui, effectivement, il va falloir attendre un petit moment avant d'avoir un ordinateur chez soi, quoi, un ordinateur quantique chez soi. Ça peut être
Pardon. Pardon, les plus grands chercheurs, c'est aux États-Unis ou en Chine ou ailleurs? Oui, on était, c'est ce que disait Salman là, dans ses répliques, qu'on était un peu avec la conquête spatiale États-Unis-Russie. Maintenant, c'était la conquête du La Chine et l'USA. États-Unis, voilà, exactement. Et ils ont une date, il y a une date, parce que bon, je sais pas ça a été très vite quand on était sur la Lune. Là, il y a une date, ils font des prévisionnels sur une date, un peu comme l'ITER en 2035 d'Agnès, pour un ordinateur personnel, enfin genre un Mac, pour les prévus. Donc un ordinateur personnel quantique, ils ont une date, genre, je sais pas, 2035 aussi. Alors, pour ordinateur personnel quantique, je pense que c'est pas du tout considéré aujourd'hui. Oui. Déjà, avoir un ordinateur quantique fonctionnel, industrialisé, c'est un bon début. Et donc c'est pour ça, ouais, la recherche elle explose dans le domaine et effectivement en fait on peut tout imaginer, mais après ça reste des suppositions et des théories quoi. Puisqu'il y a plusieurs contraintes pour réaliser cet ordinateur, donc on va dire que c'est un petit peu loin. Ok. Eh bien, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est à vous. Je vois qu'on a une autre question de Mathieu. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, j'avais une question. Vous avez parlé des acteurs américains et chinois. Alors les Américains, on sait à peu près ce qu'ils font au travers des entreprises comme Google, Honeywell et IBM, parce que les Américains, ils sont assez forts en communication là-dessus. Pour autant, les Chinois, on n'en entend pas trop parler parce que eux, c'est plutôt le contraire. Mais c'est une volonté pour eux d'être opaque. En revanche, vous avez parlé d'Alain Aspect tout à l'heure, mais vous n'avez pas parlé de l'entreprise française Pascal qui travaille sur un ordinateur quantique. Oui, effectivement. En fait, on voulait. Après, l'objectif, c'était de faire une présentation un peu générale sur le sujet et puis d'évoquer effectivement ce qui se faisait au niveau des États-Unis, de la Chine, de faire le parallèle comme on l'avait fait avec la conquête spatiale. Mais oui, si on veut rentrer dans le détail, il y a une flopée d'entreprises qui émergent dans le domaine sur tous les sujets tout ce qu'on peut imaginer sur l'ordinateur quantique, sur l'informatique quantique de manière générale. Alors Pascal, si je me souviens bien, l'objectif c'est de concevoir un qubit. Non, ça c'est Alice et Bob. De concevoir un qubit parfait en fait, sans erreur d'aucune sorte. Donc c'est-à-dire quand on fait des calculs, il n'y a plus besoin comme l'avait expliqué Salman, de refaire des calculs pour obtenir un résultat un petit peu moyenné et un peu correct en fait sur l'ensemble des expérimentations qu'on fait. Pascal, je ne me souviens plus précisément. Pour Pascal, pour le coup, c'est une entreprise j'en parle parce que je m'intéresse beaucoup à la mécanique quantique, mais c'est une entreprise dont j'ai visité les locaux en début du mois de juin, lors d'une journée porte ouverte, et pour le coup, ils fabriquent réellement un ordinateur quantique. C'est-à-dire qu'actuellement, ils sont si je dis pas de bêtises, entre 100 et 200 qubits. Donc, comme l'a dit Salman tout à l'heure, ça peut paraître comme un peu des chiffres d'annonce, un peu à la manière de Google, etc. Sauf qu'ils n'utilisent pas du tout la même technologie. Fondamentalement, c'est pas la même chose que des entreprises comme Honeywell, etc. Et je pense que c'est une entreprise qui mérite qu'on parle un peu plus d'elle. Peut-être parce qu'en France, on est un peu moins doué dans la communication que Google, par exemple, qui, eux, ils vont nous fabriquer un grand chandelier qui va un peu participer au mythe de l'ordinateur quantique, alors qu'au final, en fait, dans leur utilisation, etc., et pour la fabrication des qubits, on n'est pas du tout sur les mêmes technologies. Et d'un point de vue stabilité et utilisation, on est quand même sur des aspects beaucoup moins pratiques. Très bien, ouais. Effectivement, après, c'est encore tout le plan français sur le sujet, d'arriver à se placer au niveau des plus grands sur le domaine, quoi. Donc, c'est vrai que c'est super intéressant de voir des entreprises comme ça qui émergent et qui ont une petite chance d'apporter leur pierre à l'édifice, quoi, effectivement. Et pour moi, donc, chaque
Perrier travaille sur le côté. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur le sujet, donc sur les avancées réelles, on va dire. Ouais, d'accord. D'ailleurs, excusez-moi, j'allais vous demander si vous aviez un avis sur leur technologie à eux par rapport aux autres. Je sais pas si... Tu veux parler de Pascal et des autres Parce que, comme l'a dit Salman tout à l'heure, le nombre de qubits ne fait pas tout. Il y a d'autres paramètres à prendre en compte. C'est un peu comme quand on annonce le nombre de pixels d'un capteur photo. Et du coup, je voulais savoir si vous avez des informations, enfin, vous avez des éléments de comparaison à ce sujet ou pas du tout. Non, mais c'est ce qu'on évoquait. En fait, il y a plein de manières de considérer les ordinateurs quantiques. En fait, tout se base sur la particule que tu utilises pour effectuer tout ce qui va être les calculs. Donc, on a évoqué les ions piégés, les supraconducteurs, on a les photons, enfin tout ça en fait, et tout dépendra de. Pour le coup, c'est des atomes de rubidium qu'ils utilisent. Comment ? Pour le coup, eux, c'est ce qu'ils utilisent, c'est des atomes de rubidium. Donc, a priori, ce serait parce que c'est les atomes les plus simples à manipuler. Oui, bah après, moi j'ai entendu parler, c'était au niveau de la Chine qui utilisait surtout les photons et qui avait l'air très prometteur comme méthode d'informatique quantique parce qu'on est la possibilité de la voir à température ambiante en fait. Et j'ai visité aussi des locaux qui faisaient justement de l'informatique quantique avec de la photonique, donc en utilisant le photon comme support d'information. Et en fait, on voit que c'est vachement plus pratique d'avoir une table d'expérimentation avec uniquement des lasers et manipuler des photons plutôt que des super réfrigérateurs pour refroidir la technologie, enfin pour refroidir la particule et arriver à l'obtenir dans un état stable. Hein. Ouais, c'est à peu près ce qu'ils font. Ouais. Manipuler des atomes de rubidium avec leur savoir-faire en termes d'optique, puisqu'ils sont basés à l'Institut d'optique de Palaiseau. Et à partir de ça, ils arrivent à avoir des matrices de qubits et à pouvoir les exploiter. En tout cas, superbe interprétation à vous deux tout à l'heure. Merci beaucoup.